valablement délibéré. Je veux vous proposer deux modifications. Déjà, un point ordre de haut qui s'intitule Plan de financement pour le projet de développement de la démarche efficience, égalité, numérisation et dématérialisation des services publics à la montagne. Et je vous propose, chers collègues, pour libérer nos invités, de faire passer le point 4, signature d'un bail antibiotique administrative et convention, occupation temporaire avec le domaine public avec la société Capes Dolé, de le faire passer en point 2. Et le point suivant, ce sera l'approbation du principe de faire gérer le contexte théorique de la personne à travers une étude de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Nous sommes d'accord, chers collègues, on passe au vote. Merci des questions. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Premier point. Le procès-verbaux des conseils municipaux du 10 décembre 2019 et du 23 janvier 2020. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation, on peut voir que l'on fait notre coupé. Qui s'abstient? Adopté. Nous allons tout de suite passer la parole pour recevoir M. Monfouet, directeur de la presse, et accompagné de M. Colidor pour nous présenter ce projet-là. Avant, on va prendre lecture et c'est le collègue Lucien Bouzor qui nous présente les éléments. Alors, Lucien, parle quand même dans le micro parce que le son il est autour de la... Merci, Président. Bonsoir à tous. La source, alors, je suis bien numéro 4. La source de Ravenshood représente un atout considérable pour la commune de La Montagne. Convaincue de la qualité de cette eau, elle a souhaité valoriser ce potentiel. La station thermale de Ravenshood a ainsi vu le jour en 1960, avant de devenir l'espace aqualudique René Tourbillon en 2016. En parallèle, des discussions ont été entamées avec la société Capes afin de poursuivre la valorisation de cette première eau minérale de Guadeloupe. Depuis ces 5 dernières années, après de nombreuses discussions et un travail considérable, l'implantation d'une usine d'embouteillage de l'eau de Ravenshood à La Montagne se concrétise. C'est une aubaine pour le développement économique de la commune et pour la création d'emplois sur le territoire. Ainsi, la commune a décidé de mettre à la disposition de la société Capes Dolé, par la voie d'un bail amphithéotique administratif, 10 000 m² à détacher de la parcelle AW88. En contrepartie de cette mise à disposition, la société devra s'acquitter d'une redevance annuelle. L'exploitation de ce terrain, aujourd'hui en friche, représente un avantage financier non négligeable. Il a par ailleurs été convenu entre les parties que la commune mettra à la disposition de la société, par la voie d'une convention d'occupation du domaine public, le système de captage installé sous la source de Ravenshood, moyennant le paiement d'une redevance annuelle. Elle sera, en ce sens, autorisée à installer les infrastructures nécessaires à l'acheminement de l'eau de la source de Ravenshood jusqu'à l'usine. Ces opérations permettront le démarrage des travaux de l'usine dès 2020. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'un bail amphithéotique administratif et de la convention d'occupation temporaire du domaine public. Je vous demande d'en délibérer. Alors là, chers collègues, l'a dit très bien, certainement compris. Il s'agit de donner l'autorisation au maire de signer ce bail et cette convention d'occupation afin que les bailleurs puissent effectivement commencer le plus rapidement.
Merci beaucoup. Mesdames, bonsoir, messieurs. J'ai du mal à bien m'exprimer parce que je manque une bonne devant moi. Je vais faire un effort quand même. Oui, je voudrais vous dire que nous sommes je ne veux pas lui dire ça, monsieur? Non, ça me fait marrer. Non, mais ça me fait sourire. Ce sont des amis. Nous sommes très honorés et très heureux d'avoir été choisis par votre équipe municipale et son chef d'équité, le maire M. Sapetti, pour mener à bien avec vous ce projet d'envergure, ce projet, on présente comme étant un projet presque. Alors, monsieur, oui. Pour des soucis de presse, je vais vous demander de mettre la préparation. Beaucoup sont relayés et je pense que la population de la Martinique, voire de la Guadeloupe, a besoin d'attendre. Oui, je disais que nous sommes très heureux et très honorés d'être aux côtés de votre équipe municipale sur ce projet qui est un projet d'envergure, puisque un projet qui pourrait être unique dans la région des Antilles françaises et même de la Caraïbe, puisque nous avons la potentialité d'une source d'eau minérale. Alors, nous avons un comité de projet qui travaille sur ce sujet-là. Nos juristes travaillent aussi sur le bail dont vous venez de parler. De votre côté, je sais que les travaux sont en cours. Nous n'avons pas encore terminé tous nos échanges. Et vous savez, nous sommes dans un monde très concurrentiel où, avec un territoire qui est assez petit, la Guadeloupe, très concurrentiel. Donc, je vais prendre soin de ne pas, pour le moment, dévoiler trop de choses qui ne sont pas encore tout à fait finalisées, vous me comprendrez. Mais sachez que nous nous inscrivons dans l'excellence. Et notre équipe dirigeante s'inscrit dans l'excellence sur ce projet, excellence sur tous ses aspects, à la fois dans la méthodologie, dans l'organisation, sur les aspects environnementaux, c'est important, sur les aspects du numérique et de la maîtrise de l'énergie et la maîtrise des coûts, sur tous les aspects aussi de bonne gestion des ressources humaines, et puis sur l'aspect de la communication. C'est ça que nous sommes là aujourd'hui avec M. Colidor, qui connaît ce dossier depuis très longtemps, bien mieux que moi d'ailleurs. Et cette communication va nous amener, autant que de besoin, devant vous dire quelles sont les avancées de ce projet et vous dire où nous en sommes. Aujourd'hui, j'avoue que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque, bon, oui, vous avez parlé de la source, de captage. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Ravnichaude, il y a un réservoir et 3 puits qui alimentent ce réservoir. Ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pensé et ce qui risque de se passer avec notre hydrogéologue qui est aussi le vôtre, c'est d'isoler un des puits qui sera destiné à alimenter le réservoir que nous allons nous construire à côté donc, du réservoir actuel, ce qui va couper le puits actuel. Il y a 3 puits qui alimentent le réservoir, excusez-moi, peut-être un peu bouillon. Il y a 3 puits qui alimentent le réservoir aujourd'hui, qui vient alimenter les soudeurs, qui vient alimenter le centre thermoludique. Demain, on n'aura plus que 2, parce que 2 suffisent à alimenter le centre thermoludique. Le 3e puits va alimenter le réservoir que nous allons construire pour l'usine, et nous allons acheminer l'eau jusqu'à l'usine. Les contrôles de qualité se feront à l'entrée de l'usine. Ça, c'est une chose qui est entendue déjà, parce que nous devons avoir la maîtrise de l'eau jusqu'à l'usine, pour des problèmes, comme vous le comprendrez bien, de sécurité et de qualité. C'est une première chose que l'on peut dire aujourd'hui. La deuxième chose, globalement, ce projet, bien sûr, on va embouteiller de l'eau dans des bouteilles de litre 5, dans des bouteilles de 50 centilitres. Ça, on sait que c'est ce qu'on va faire. Après, cette usine, on n'a pas encore bien dimensionné l'usine. On pense qu'on va tourner autour d'une enveloppe de 8 à 10 millions d'euros sur le projet globalement, en tenant compte de la construction de l'immeuble, qui sera à peu près un peu moins de la moitié, et tous les équipements techniques à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aujourd'hui? Sachez que de toute façon, nous avons des réunions qui vont s'accélérer sur ce sujet-là à partir de la mi-février. Donc dans quelques mois, nous serons certainement en mesure de vous faire un point de situation beaucoup plus précis sur l'avancée de ce projet-là. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui sera un projet phare pour Lamentin, bien évidemment, pour la Guadeloupe et peut-être au-delà. Merci à vous. Merci, je rappelle que M. Beaufort est le directeur de la. Alors, c'est vrai
encore dans l'affaire. Et donc je pense que c'est une très belle chose pour la montagne, comme vous le dites, pour nous paraphraser, et pour la Guadeloupe, et nous donner la Caraïbe aussi. Alors, y a-t-il des questions, chers collègues, ou comment nous en sommes? Monsieur Commissaire. Allons, Tony, pour une fois. Oui, non, mais... Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc j'accueille très heureusement ce projet, puisqu'effectivement c'est important pour une commune effectivement de créer de l'attractivité, faire venir des entreprises, faire du développement économique. Surtout parce qu'on sait effectivement que le développement économique souvent est pourvoyeur d'emploi. Je fais confiance au maire sur effectivement le montage des différents accords pour effectivement cette mise en œuvre de cette usine. Tout à l'heure, vous êtes exprimé et vous avez dit que vous travaillez dans l'excellence et vous avez énuméré un peu une vue technique. Mais moi, au-delà de tout ce qui est technique, au-delà de tout ce qui est business, dès lors qu'il y a entreprise, il y a aussi des salariés, il y a aussi du social. J'espère effectivement que dans les différentes tractations qu'il va y avoir pour des accords de préférence, la Montinoise, sur la partie salariale, mais j'espère aussi que l'excellence chez vous va porter sur tout ce qui aujourd'hui tient compte de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, d'une part, dans l'entreprise elle-même, la qualité de vie professionnelle des salariés, parce que vous n'en avez pas parlé, mais c'est vrai que j'aurais aimé vous entendre dire et que ce soit consigné que ce sont des éléments qui effectivement font partie de votre ADN et qui seront aussi intégrés dans tout ce qui va suivre. Dans les points d'excellence que j'ai cités, j'ai parlé des ressources humaines. C'est fondamental pour nous car c'est déjà le cas des entreprises que nous gérons. La principale ressource de l'entreprise pour nous, ce sont d'abord les hommes. Ce ne sont pas les machines. Je l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez raison, monsieur Commissaire, quand vous dites que vous faites confiance au maire et à ses équipes, les politiques et les administratifs qui sont autour de lui pour défendre les intérêts de la ville de la Montagne, que ce soit financièrement ou socialement. Donc, en l'occurrence, on peut parler d'emploi. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Oui, monsieur Bon. Oui, juste une question de réalisation, parce que bon, on est en campagne, pré-campagne. Les gens me demandent quand est-ce que la première bouteille pourra être en circulation. Il y a d'abord un projet immobilier. C'est pas une promesse, c'est que je vous demande. Techniquement. Je suis pas en mesure de vous faire des promesses, je l'ai dit en préambule. Je fais des points d'information, pour le moment je ne vais pas faire de promesses. Un projet immobilier, aujourd'hui, c'est 12 mois. C'est 12 mois. Projet immobilier. On a chez nous d'ailleurs une extension de l'usine qui est prévue depuis un certain temps, qui va commencer. Le maître d'œuvre nous annonce, après le premier coup de pioche, 12 mois. Et 12 mois, vous savez ce que c'est, bien souvent, pour ajouter quelques mois de dérapage, de ça ou de ça. Donc c'est un an, on va dire, 1 an et demi, à minimum. Après, il faut tous les équipements. Alors bien sûr, il y a des choses qui se font en parallèle et qui se font en même temps. On n'a pas d'avoir tout terminé pour commencer d'autres choses. Donc bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a un comité de projet qui travaille et qui va phaser les interventions et qui va donc s'appuyer sur un calendrier. C'est pour ça que je vous dis que dès qu'on en sait un peu plus, ça ne gêne pas de venir devant vous chaque fois que vous le souhaiterez pour vous dire où on en est. Mais j'aimerais bien être le jour où je pourrais vous répondre précisément en vous disant aujourd'hui, je suis très heureux de vous dire que voilà comment le projet sera phasé et voilà à quel stade nous en sommes. Et je vous promets ce jour-là que la première bouteille d'eau va sortir à quelle date. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous le dire.
Mais ce ne sera jamais avant 16-18 mois après le premier coup de pioche. C'est possible. Très bien. En tout cas, je me plierai de le répéter. On attendra, on a fait suffisamment de temps, on a fait encore, mais ce sera une bonne chose. Et quand ce bébé sortira de terre, ce sera une belle image pour la Guadeloupe et pour la Caraïbe peut-être. S'il n'y a plus de questions, chers collègues, oui, monsieur Marcel. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Je voudrais poser une question en matière d'écologie. Aujourd'hui, le gouvernement tend à faire disparaître les couverts en plastique, tout ce qui est plastique. Donc moi je voulais savoir demain, qu'est-ce que vous allez proposer justement pour accompagner justement cette politique non-utilisation du plastique. Vous vous doutez bien que vu notre métier, nous sommes très attentifs à ce qui se décide au niveau, d'ailleurs même si ce n'est pas au niveau national, c'est au niveau européen. Nous sommes très attentifs à cela parce que ça va impacter nos entreprises d'aujourd'hui. Il se dit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, il y a énormément de tests qui sont faits pour produire on va dire des récipients qui ressemblent un peu à ces bouteilles que nous avons mais qui ne sont pas faits avec du plastique. Il n'y a pas longtemps, on a rencontré, Denis doit s'en souvenir, on a rencontré quelqu'un qui nous a proposé voilà, des récipients de ce type-là, mais qui sont conçus à partir de bagasse. Alors ça nous a interpellés parce que nous, comme on a de la bagasse chez nous, on s'est dit tiens, peut-être même qu'on pourra les faire nous-mêmes, tellement on est bon, on voit de l'eau, voilà. Bon, il se trouve que quand on a fouillé un peu, c'est pas vraiment ce qu'il faudra pour mettre des bouteilles, ça n'a pas la tenue, c'est pas biodégradable plus que ça d'ailleurs, pour commencer, voilà. On nous a vendu un peu du leurre, on fait très attention. Et puis on a une veille technologique, on est à l'écoute de tout ce qui se passe, car on sera obligé de s'y conformer le moment venu. Pour l'instant, alors à part se dire, on abandonne le plastique et on repart sur du verre, ce que Capes Dooley a fait fut un temps, à part de se dire cela, on n'a pas de solution pour remplacer le PET aujourd'hui. Il y a beaucoup de discussions, mais il n'y a pas de solution. Et le verre, excusez-moi de vous dire que le verre n'est pas plus écologique que le plastique. En plus, nous n'avons pas de verrerie en Guadeloupe, donc pourquoi pas le verre? On s'interdit aucune réflexion. Nous, quand on réfléchit, on ne se censure pas. Donc on est ouvert à tout, on entend tout, on écoute tout, on discute de tout. On a une problématique ici et on aura demain à la montagne, c'est voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme récipient pour embouteiller notre eau. On est sur ce sujet-là aussi, mais là encore, pas de réponse à vous donner aujourd'hui. On est à l'écoute de tout ce qui se fait. Mais on sait qu'un beau jour, plus les écologistes arrivent au pouvoir en Europe, et plus on va se rapprocher de l'épée de Damoclès où un jour on nous dira terminé. Mais ce jour-là, il va falloir qu'il y ait quelque chose de remplaçant. Parce qu'il n'y a pas que Capes aujourd'hui, il n'y a pas que Lamentin demain qui va vendre de l'eau en France et en Europe. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus puissants que nous. Il y a des lobbies. Et ces lobbies-là, pour qu'on puisse leur interdire de mettre de l'eau dans des bouteilles en PET, il va falloir qu'on puisse leur proposer autre chose. Pour le moment, on n'a pas trouvé autre chose, à part le verre. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Le point suivant, je vous d'accord, mais je vous remercie et je suis content de accompagner ces messieurs. Et merci encore. Monsieur, dame, bonsoir. Donc, le point 2, qui est le point 3, l'approbation du principe de gérer le complexe thermolytique de la vie chaude au travers d'une légitimité de la personnalité morale et de l'autonomie financière. J'invite le collègue Féliciane à faire lecture du rapport de présentation. Merci, Président. Par délibération en date du 23 décembre 2015, la Ville a fait le choix de gérer le complexe thermolytique de Ravine Chaude au travers d'une régie dotée de l'autonomie financière.
Ce choix était à l'époque motivé par les perspectives commerciales de développement qui devaient accompagner la phase 2 du projet, espace de soins, salle de sport, 2 salles de restaurant et de séminaire. Le budget annexe au budget principal de la ville a donc été créé par délibération en date du 21 mars 2016, qualifiant la gestion du service public industriel et commercial. La phase 2, évaluée à 5,9 millions hors taxes, est aujourd'hui en recherche de financement. Il résulte de l'insuffisance des recettes initialement attendues, une incapacité du budget à couvrir ces charges de structure. Le déficit du budget annexe pèse aujourd'hui sur les perspectives de redressement du budget de la ville. Les résultats budget annexe, vous avez des montants. L'équilibre budgétaire ne peut être atteint sans un subventionnement du budget principal. Or, au regard des dispositions de l'article L2224-2 du CGCT, le subventionnement d'un budget industriel et commercial doit être justifié par des contraintes de service public. Sur cette base, la CRC a ainsi supprimé la subvention d'équilibre de 600 000 € prévue par la ville en 2019. Dès lors, il importe de faire évoluer le mode de gestion pour permettre de subventionner la structure et garantir la pérennité de l'équipement en l'attente de la concrétisation de la phase 2. Dans un jugement du 9 janvier 2017, numéro 4074, la communauté d'agglomération d'Annemasse, le tribunal des conflits a estimé que, malgré la multiplicité des activités proposées par un centre aquatique exploité en régie, vélo aquatique, salle de remise en forme, les conditions de son organisation et de sa gestion, ainsi que son rattachement au budget de la commune, permettaient de le qualifier pour l'ensemble de ses activités de service public administratif. Le centre de Ravenshoe remplit parfaitement ces conditions. Relevant d'un service public à caractère administratif et non industriel et commercial, la forme du budget annexe actuel doit être revue. Concrètement, il s'agit de procéder à la dissolution du budget annexe actuel, de reprendre au budget principal le déficit du budget annexe, de décider, en conformité de l'article L1412-2 du CGCT, soit de créer un nouveau budget annexe, cette fois à caractère administratif, permettant d'individualiser la gestion et dont l'équilibre budgétaire est assuré par le budget municipal, soit d'externaliser la gestion au travers d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Établissement autonome contrôlé par la commune dont l'équilibre budgétaire est également assuré par le budget principal. Les principales caractéristiques de ces deux modes de gestion sont les suivantes. Nous avons un tableau qui reprend les deux modes de gestion. La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La création est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les statuts et fixe le montant de la dotation initiale de la régie. La régie est administrée par un conseil d'administration, son président un directeur désigné par le conseil municipal sous proposition du maire, article L2221-10 du CGCT. Les élus du conseil municipal y détiennent la majorité. Le conseil d'administration délibère sur toute question intéressant le fonctionnement de la régie. Le budget comporte deux sections, l'une pour les opérations d'exploitation, l'autre pour les opérations d'investissement. Il est préparé par le directeur du SPIC et le président du conseil d'administration et voté par un conseil
d'administration. Les fonctions comptables sont confiées soit à un comptable du Trésor, soit à un agent comptable. Il est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration et après avis du trésorier payeur général. Ça, c'est la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'autre régie, dotée de la seule autonomie financière, se décline de la manière suivante. La création est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les statuts et détermine l'ensemble des moyens mis à la disposition de la régie. La régie est administrée par un conseil d'exploitation et un directeur qui sont sous l'autorité du maire et du conseil municipal. Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Le directeur est nommé par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2221-14 du CGCT sur avis du conseil d'exploitation. Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues du règlement intérieur, délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le budget comporte deux sections, l'une pour les opérations d'exploitation, l'autre pour les opérations d'investissement. Il est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation et voté par le conseil municipal. Et il est annexé à celui de la commune, l'agent comptable et celui de la commune. Les deux options sont très proches et ne diffèrent essentiellement que sur la gouvernance municipale. Conseil municipal pour la régie à autonomie financière, conseil d'administration où les élus sont majoritaires, pour la régie personnalisée. La régie personnalisée est un choix assumé d'externalisation de la gestion afin de permettre au centre de Ravenshoe de disposer d'une certaine autonomie dans son exploitation. Dissociée de la gestion communale, cela afin de faciliter le développement commercial des activités existantes. Cette gestion individualisée permet également de mieux apprécier la qualité du service dispensé et son coût. Car à terme, il s'agit de faire du centre de Ravenshoe un équipement économique, rentable et structurant du territoire. Le processus de création d'une telle régie est relativement long à mettre en œuvre, 3 à 4 mois, du fait des évaluations à réaliser, impact sur le personnel, les comptes de la ville et des consultations préalables, CCSPL, comité technique. Dans ce contexte, l'objet de la présente délibération n'est pas d'acter la création d'une telle régie, mais d'approuver l'évolution du mode de gestion du centre thermoludique de Ravenshoe vers une régie d'autonomie de la personnalité morale et de l'autonomie financière, d'autoriser le maire à engager les démarches préalables d'évaluation et de création d'une telle régie, ainsi qu'à consulter à cet effet la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L14-13-1 du CGCT. Merci, chers collègues. Avant de passer à la phase de questions, nous avons notre conseil avec nous, M. Guy Boucher, à qui je vais passer la parole tout de suite pour apporter des précisions. Je vous remercie. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Donc, l'objectif, excusez-moi. Donc, vous connaissez bien la situation actuelle. Le complexe de Ravenshoe est actuellement, d'un point de vue budgétaire, annexé au budget principal de la ville. C'est un budget dont il ne nous a pas échappé, qui est pour le moment structurellement déficitaire, et que seule une subvention permettra de restaurer l'équilibre budgétaire. Il n'y a pas d'autre solution en l'état actuel, dès lors qu'il y a plus de dépenses que de recettes. Voilà. Et actuellement, il y a un blocage de la Chambre régionale des comptes pour permettre ce subventionnement. Il y a eu une tentative de fait au budget primitif 2019. Vous avez voté une subvention de 600 000 €. Il avait été, on avait essayé de la motiver pour des contraintes de service public. La Chambre ne l'a pas accepté.
partons du principe que, combien même l'équipement de Ravitchod, piscine et autres salles à côté, relève bien de services publics à caractère administratif et donc à ce titre subventionnable sans aucune limite, le fait de l'avoir inscrit pour la Chambre, je précise bien pour la Chambre, au sein d'un budget géré en hors taxe est une erreur et ne permet pas ce subventionnement, quels que soient les arguments apportés. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de changer de fusil d'épaule et de dissoudre ce budget actuel qui ne correspond pas à la nature du service exploité. Budget industriel et commercial, service exploité, caractère administratif. Dès lors que le budget sera à dissoudre, se pose la question de la gestion future de l'équipement. Soit vous faites rebelote, créer un nouveau budget annexe rattaché au budget principal et cette fois-ci subventionnable sans problème, soit vous décidez, c'est le but de la régie personnalisée, c'est-à-dire autonomie financière, c'est-à-dire un compte au trésor spécifique et personnalité morale totalement indépendante du maire, du conseil municipal, soit vous décidez donc de l'externaliser via cet établissement public, cette régie. Il ne vous est pas demandé, aujourd'hui, le but c'est pas de choisir, si vous voulez, de créer la régie. Créer une régie à personnalité morale, ça nécessite, comme ça a été dit, une approche fine. Quelles vont être les conséquences financières réelles pour la commune? De quelle manière allons-nous intégrer le personnel actuel qui a des contrats de droit privé? Je vous rassure tout de suite, ça se fait sans problème. Le Code du travail a prévu cette possibilité. Hein? Mais encore faut-il regarder les passerelles entre contrat de droit privé, droit public, comment ça marche, et expliquer bien sûr tout cela en amont aux agents et avant de soumettre tout ça au comité technique. Donc c'est une démarche qui est lourde, qui nécessite des travaux préparatoires. Et ce qui vous est demandé ce soir, c'est d'autoriser le maire à engager cette démarche exploratoire pour venir vous présenter dans un second temps l'opportunité ou non de créer cette régie à personnalité morale ou non. Voilà. Merci, M. Ricochet. Y a-t-il des questions, chers collègues? L'exposé a été suffisamment clair, ainsi que le rapport de présentation. En tout cas, ce que je veux rajouter pour ma part, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe qui est en place s'occupe bien de Ravitchod. Non seulement de la structure, parce qu'effectivement, elle a été fermée une période pour faire, j'ai envie de dire, pour retoucher et pour le remettre en forme. Mais comparé à 11 années de fermeture, il n'y a rien à voir. Et que ces mêmes personnes, ou leurs policiers, qui ont fermé Ravitchod et gardé Ravitchod fermé pendant 11 ans, aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes-là qui osent critiquer un mois de fermeture pour rénovation. En tout cas, si besoin est, on trouve aujourd'hui qu'on s'occupe non seulement de la structure, mais aussi de sa gestion et de son bon fonctionnement. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour reprendre la phrase de M. Ricochet, ce soir il est question de donner au maire pouvoir pour lancer la procédure d'étude de la faisabilité de cette question qui sera certainement une meilleure gestion pour Ravitchod parce que ça permettra une gestion plus proche, une meilleure réactivité, en tout cas une nouvelle gouvernance qui sera certainement plus profitable au développement de Ravitchod pour l'avenir. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, oui, monsieur Maricel. Merci, Président. Oui, M. Ricochet, vous avez expliqué que c'est un processus qui sera assez long. Donc, je voulais savoir, une fois qu'on retrouve cette délibération donnant autorité au maire à poursuivre cette étude, combien de temps à peu près ça prendra pour cette régie soit vraiment de plein droit en exercice? Le processus de création, je vous l'ai dit, il est
stricto sensu, 3 à 4 mois, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une période un peu agitée qui s'annonce, au terme de laquelle il faudra recréer un certain nombre d'organes qui seront sollicités, notamment la commission consultative des services publics locaux. Dans l'idéal, il serait souhaitable d'arrêter l'hémorragie le plus tôt possible, je dirais. L'hémorragie financière, parce que chaque année, le compteur tourne, et comme le déficit s'accroît, et la prise en charge qu'aura à faire le budget principal, parce que si on dissout le budget annexe, forcément, il faut bien que les résultats aillent quelque part. Donc dans le budget principal, ça risque, c'est pas que ça risque, ça plombera fortement l'année de reprise et les comptes de la ville. Donc à apurer un peu sont apurés dans le temps. Donc l'idéal, on pourrait viser quelque chose à 1er juillet. L'idée, de toute façon, c'est de faire quelque chose à un compte rond, parce que derrière, il faut clôturer un autre budget. C'est généralement bien de clôturer les budgets en fin d'exercice. Ça donne quelque chose de beaucoup plus propre. Et que le jour où on va clôturer le budget, parallèlement, la nouvelle structure est déjà opérationnelle. Si on met la charrue avant les bœufs, on aura forcément un problème. Donc, écoutez, ça serait soit le 1er juillet, soit le 1er janvier, je dirais. On peut la créer avant, mais fonctionnelle dans ces dates-là. Dans cette délibération, chers collègues, on peut surtout donner la possibilité aux maires d'étudier toutes les pistes possibles. Après un délai, on peut partir, on n'a pas de délai fixé, mais c'est pour nous permettre aussi de nous imprégner du dossier quel est ce changement de statut de Ravenshaw. Mais il n'y a pas, je dirais, j'entends M. Kuch, il n'y a pas péril dans la demeure. Ravenshaw va continuer à fonctionner, le personnel, ce sera toujours là pour être valorisé par la commune et par les agents qui y travaillent. Nous, à moyen terme, c'est permettre le maire d'avoir les possibilités des leviers et de prendre aussi à tâche de conseil pour nous permettre de savoir quelle orientation que nous allons prendre. Merci. Donc, on anticipe pour assurer la pérennisation et l'avenir de Ravenshaw. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, merci, chers collègues. Merci, M. Ricochet. Merci. Bonsoir. Le point numéro 3, modification du budget relatif à la réhabilitation des bâtiments habituels permettant la signature de l'avenant à la convention 27-14, date du 23 octobre 2017. Présentation faite par la collègue Lucette Saïd. Collègue, tu as la parole. Budget relatif à la réhabilitation du palais de justice habituel. Dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments habituels, la ville de la Montagne et la direction des affaires culturelles ont convenu d'un accompagnement financier à travers la convention numéro 217-14/, date du 23 octobre 2017. Cette convention a un engagement de l'État à hauteur de 197 650 €, soit 50% du montant. Cette convention a acté un engagement de l'État à hauteur de 197 650 €, soit 50% du montant subventionnel de cette opération, qui s'élevait à 395 300 €. L'évaluation financière de ce projet s'est faite à partir d'un avant-projet solaire, APS, effectué par la maîtrise d'œuvre et prévoyait un coût total de 686 600,98 €, dont 395 300 € en lot patrimoniaux subventionnels. Aujourd'hui, l'avant-projet définitif APD réévalue à la hausse la réhabilitation du palais de justice. Ainsi, le coût total prévisionnel des travaux du projet s'élève à 780 854,45 €, dont 432 582 € en lot patrimoniaux, soit une augmentation de 37
282 € de la part subventionnable. En conséquence, un nouveau budget dont le coût total de l'opération inclut le coût de travaux plus les frais d'honoraires plus le coût des études doit être de nouveau voté et approuvé par délibération afin de présenter une demande d'avenant à la DAC pour la réévaluation du montant de la subvention accordée sur la base du nouveau budget et du plan de financement qui sera proposé. Le nouveau budget de l'opération précitée se déploie ainsi à l'accent un peu petit pour les yeux. Si un collègue peut m'aider, je vais à la suite. Il nous a demandé d'approuver le nouveau budget de l'opération de réhabilitation du palais de justice sanitaire et d'autoriser la demande d'avenant à la direction des affaires culturelles pour la réévaluation de la subvention accordée. Y a-t-il un collègue volontaire pour valider les chiffres? Je ne sais pas. Merci, cher collègue. Attends. Je lui donne un coup de main. Pardon? Les chiffres, on ne sent pas ça. Elle n'a pas fini. Jacqueline, Elle a demandé à ce qu'un collègue l'aide sur les chiffres, la lecture des chiffres. Est-ce qu'on fait... Allez, vas-y. Non, je te jure. Merci, Président. MOE, hors taxe 118 800, TVA 10 098, tout est TTC pour la colonne MOE, 128 898 €. BDC APVE, hors taxe 15 782,20, TVA 1341,49, soit TTC 17 123,69 €. CSPS 3 420 €. Analyse béton Saint-Ger, hors taxe 9 570, TVA 813,45, soit un TTC de 10 383,45 €. Concernant l'analyse stratégique et grammatique thermoludique, hors taxe 8100, TVA 688,50, soit un TTC de 8 788,50. Diagnostic amiante 5100, TVA 433,50, soit un TTC de 5 533,50. Relevé topographique 2763, 234,86, soit TTC 2997,86 €. Travaux 854 042,91 € en hors taxe. TVA 72 593,65, soit un TTC de 926 636,56 €. Au total, nous avons un montant hors taxe de 1 17 778,11 €, un montant de TVA pour 86 203,44 €, soit un montant TTC total de 1 94 828,05 €. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, cher collègue. Merci. Madame Le Thier, on passe à la phase question. Pouvez-vous des précisions apporter? Alors, y a-t-il des questions, cher collègue? Il n'y a pas de questions? Des observations? Eh bien, vous devez quand même vous préciser, voilà, sans question. Nous devons passer à la parole. Non, bien sûr. Est-ce que vous pouvez résumer en gros ce qui s'est vraiment passé? Oui, mais c'est pas grave. On vous entend. On vous entend. En 2017, on a signé une convention avec la DAC qui permet l'accompagnement financier pour la réhabilitation du bâtiment actuel. Cette convention a été signée sur la base de ce qu'on appelle l'APS, la vente projet sommaire, qui a été fait par la mairie de cette APS est fait, si vous voulez, avant des études plus approfondies, etc. Ce qui se fait après, c'est la vente projet définitif qui nous donne le vrai coût du projet. Du coup, ici, aujourd'hui, il va s'agir de voter le nouveau budget, donc le coût a augmenté, vous l'avez vu, valider le nouveau budget pour ensuite reprendre les discussions avec la DAC pour augmenter la subvention du coup et représenter un autre plan financier.
Merci pour la... Oui, ça a été clair. Donc c'est un résumé qui a été clair. Alors, vous voyez, chers collègues, ce qui est en train de se passer est très important dans la mesure où nous sommes en train de lancer des procédures pour réhabiliter tous les bâtiments. Là, nous commençons d'abord par le palais de justice, c'est un début. Et ce qui rend notre ville unique, singulière, c'est le fait d'avoir tous ces monuments classés, ces monuments historiques chez nous, et qui, en fin de compte, fait de notre ville, de fait, une ville au-delà. Seulement, ça n'a pas été valorisé jadis. Aujourd'hui, on lance cette procédure pour qu'effectivement, la montagne soit reconnue comme ville olympique. Donc, je vous remercie. Oui, monsieur Paulien, vous voulez ajouter quelque chose? Ou une question? Allez-y. Alors, oui, même sachant que le budget final n'est pas consolidé, moi ma question c'est est-ce qu'on a tout de même déjà un agenda de mise en œuvre et un agenda de oui, voilà, de mise en œuvre et de mobilité du personnel, etc. Et aussi, quel que soit effectivement l'immeuble à lecture, puisque ce sont des immeubles qui sont actuellement occupés, est-ce qu'à chaque fois on a déjà la planification et le point d'atterrissage du personnel, etc. Concernant les travaux, donc bien sûr il y a une maîtrise d'œuvre qui fait le planning. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le palais de justice, les travaux commenceront courant du mois de février, normalement semaine 8, donc le 17 février, et une réunion de chantier avec toutes les entreprises qui vont intervenir sur ce marché est prévue aussi dans la même semaine. Donc au début, enfin, courant du mois de février, vous commencerez à voir les choses se mettre en place au niveau des travaux. Pour le palais de justice. D'accord, donc le calendrier concerne pour le moment que... Le palais de justice, c'est le seul projet qui est en cours. D'accord. Le seul projet là, on parle de ce projet-là, on parle que du palais de justice. D'accord. Là, j'ai donné nos orientations politiques pour faire la différence. J'ai donné nos orientations politiques. À terme, on doit rénover tous les bâtiments. Okay. Mais là, pour l'instant, le projet ici, qui est en compte dans ce conseil municipal, c'est le palais de justice. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote, chers collègues. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, à l'unanimité des présents. Le point suivant, c'est le point numéro 5, ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement 2020. Le rapport nous est fait par le collègue Duno Félician. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Article L16-12-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37, dispose que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants
visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Conformément au texte applicable, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'ouverture des crédits de dépenses d'investissement afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement selon le tableau ci-dessus. Donc, lors de notre budget 2019, nous avons fait des ouvertures de crédit par chapitre. Donc, en emprunt et dette assimilée, budget ouvert de 128 000 €. Donc, il n'y a pas lieu de faire la règle des 25%. Dans les immobilisations incorporelles, budget ouvert 91 599 €. Crédit ouvert, crédit 2020, préalable au vote 25% maximum, 22 900. Subvention d'équipement versée 84 000, il n'y a pas lieu. Immobilisation corporelle 1 727 636 à 25%, 431 909. Crédit voté par opération, réhabilitation et aménagement du complexe de tennis du parc de la Verdure. Nous avions ouvert 185 000 €, 25%, 46 250. Terrain de football de la Rosière, 120 661, 30 165,25 en crédit ouvert. École, 60 000, 15 000 crédit ouvert. Autre matériel, 10 000, 2 500 en crédit ouvert. Terrain de sport, 104 914, 26 228,50 en crédit ouvert. Théâtre de verdure, 10 000, 2 500 en crédit ouvert. Mobilier, 34 000, 8 500 en crédit ouvert. Extension du cimetière Centre-Bourg, 350 000. Crédit ouvert, 87 500. Mise en valeur bâtiment à Liture, 200 000. Crédit ouvert, 50 000. Construction du groupe scolaire de Caillou. Pour l'instant, c'est 500 000. On ne fait pas d'ouverture de crédit. Maison de quartier de Vincent, 96 576. Crédit ouvert, 24 144. Micro-crèche, 165 963. Crédit ouvert, 41 490,75. Base nautique de Blachon, 5 553. Pas de crédit ouvert. Réhabilitation du complexe sportif de Blachon, 526 337, crédit ouvert 131 584,25. Réaménagement et réhabilitation de Ravine-Shot, 150 000 €, crédit ouvert 37 500. Soit montant total de crédit affecté, chapitre et opération 5 350 239, crédit ouvert 958 171,75. Le conseil municipal s'engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif 2020 de la commune. Je vous invite à délibérer. Merci, chers collègues. Donc, vous avez compris, c'est un exercice traditionnel. On est en train de procéder par anticipation en début d'année budgétaire pour ne pas bloquer le fonctionnement de la commune, pour continuer nos investissements, pour ouvrir de nouveaux investissements. Il faut absolument prendre cette délibération. Et la loi nous autorise à engager en dépenses, en investissement en tout cas, un quart du budget de l'année N-1. Donc c'est dans ce sens-là que nous prenons cette délibération, chers collègues, chère population, ce soir pour que la commune continue d'avancer malgré tout. Parce que le vote du compte administratif ne se fera pas avant le mois d'avril. Donc vous comprenez, d'ici là, la commune doit continuer à avancer. Il s'agit aussi là aussi dans ce cadre. C'est un cas classique, comptable public, mais nous permettre aussi de payer les fournisseurs qui ont travaillé durant cette période. Y a-t-il des questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point 6. Championnat de lecture à Haute-Loire.
rapport nous est fait par le collègue Christian Citadel. Collègue, tu as la parole. Merci. La ville de Lamantin organise en accord avec l'Éducation nationale la 3e édition du championnat de lecture à voix haute pour les classes de CE1 et CE2. Il a pour objectif de promouvoir la lecture sur le public, encourager les participants à la prise de parole en public, encourager les élèves à fréquenter les bibliothèques, développer le goût de la lecture chez l'enfant. Ce concours consiste à lire un texte à voix haute durant 2 minutes en tenant compte de la fluidité de lecture et de l'expressivité. La participation au championnat de lecture à voix haute implique l'acceptation pleine et entière sans aucune réserve du règlement par les enseignants, les parents et ou représentants légaux. La première étape vise à désigner dans chaque école un champion par niveau de classe, un CE1, un CE2. Chaque enseignant des classes concernées peut demander aux enfants qui le souhaitent de se désigner ou d'être sélectionnés avec l'autorisation des parents. Dans chaque classe, les noms des participants seront communiqués par les enseignants au service affaires éducatives et scolaires. Les élèves liront durant 2 minutes devant leurs camarades un extrait qu'ils auront choisi. L'heure des séances de lecture et leur fréquence seront déterminées par l'enseignant. Les critères à respecter sont les suivants: la technique de lecture, fluidité, articulation correcte, correction de lecture, et la transmission. L'élève propose une lecture sensible, adopte une intonation appropriée, place sa voix. La fiche d'évaluation du jury sera remise au professeur afin qu'il puisse évaluer leurs élèves. Le choix du livre sera libre. Dans la seconde étape, les noms des élèves désignés par ses pairs pour la finale, soit un CE1 et un CE2 par école, seront communiqués au service affaires éducatives et scolaires. Une liste élaborée par la médiathèque J. Ernest Pépin sera remise aux enseignants pour permettre aux finalistes de choisir un ouvrage qu'il présentera le jour de la finale. La liste des livres sélectionnés sera transmise aux enseignants. Lors de la finale, chaque élève devra se présenter avec l'uniforme de l'école. Il devra s'identifier et procéder à la présentation du livre qu'il aura choisi, titre, auteur. Cette finale sera ouverte au public. Le jury se retirera pour délibérer et donnera le classement le jour même. Un jury composé de 6 membres, 2 enseignants, un écrivain, un représentant du rectorat, 2 personnalités de la société civile, prendra sa décision après un jugement rendu conformément à la fiche d'évaluation remise à l'étape 1. Les 3 premiers recevront des cadeaux de la ville et d'éventuels partenaires. Un diplôme et un livre seront offerts à tous les finalistes. Tous les élèves des classes ayant participé au championnat recevront un diplôme de participation qui sera remis dans les classes. Le budget prévisionnel du championnat de lecture à voix haute est le suivant. Dépenses, livres 240 €, coupe 40 €, collation 550 €, des goodies pour 200 €, l'animateur 300 €, la décoration 200 €, prestations artistiques 500 €, pour un total de 2030 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la manifestation championnat de lecture à voix haute ainsi que son budget prévisionnel de 2030 €. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Nous sommes à quelle édition là? Troisième édition. C'est la troisième édition. Oui. Toujours avec autant de succès que vous avez? Toujours avec autant de succès, et je crois que les professeurs demandent. Le jury, nous avons des sommités dans ce jury, puisque M. Ernest Pépin nous fait l'honneur d'être membre du jury également. Et l'inspection de Sainte-Rose, la Lamantin Sainte-Rose, ils sont enthousiasmés par cet événement qui nous demande de l'étendre
sur la communauté d'avant. Mais bon, ça c'est un autre challenge. En tout cas, c'est une belle manifestation qui prouve que notre collectivité s'implique aussi dans l'éducation de la jeunesse lamantinoise. Et ça, c'est une très belle chose pour montrer qu'on est soucieux de toute la population dans son intégralité, les jeunes, les moins jeunes, les aînés. Donc, chapeau pour cette initiative. Et surtout, penser à l'avenir, puisque lors de l'épreuve du bac, les élèves ont une épreuve où ils doivent prendre la parole, s'exprimer. Donc nous préparons déjà à cet avenir. Et quand on voit les autres émissions à la télévision sur Grand Oral, où les enfants ne peuvent pas prendre la parole, donc très tôt, c'est un seul lieu, nous prenons déjà cette initiative. Félicitations et bravo pour les enfants, les élèves de la montée. Je collègue, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Juste une remarque. Je trouve que 2000 euros, c'est un peu faible, c'est une bonne décision. C'est un peu faible. Le montant est un peu faible. Je pense que le montant juste, on a dit que le nœud est à longueur de journée, qui peut l'entendre, qu'on gère en bon père de famille. Donc c'est le cas si le collègue et l'administration ont fait recueil de ce discours-là. Moi, je félicite tout au contraire qu'ils aillent dans ce sens-là pour montrer qu'on ne respecte pas les jeunes publics, contrairement à ce qui a pu se produire avant. Donc, si vous êtes d'accord, chers collègues, on va passer au vote. Je suis d'accord à l'arrière, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, chers collègues. Merci. Le point suivant. Participation à 34% de la PSU pour la crèche Manouchka. Présentation faite par la collègue Nadège Permal. Merci, Président. Les établissements d'accueil du jeune enfant, EAJE, constituent un enjeu majeur pour participer au bien-être et à la mixité sociale. Ces établissements répondent à 3 fonctions. L'accueil, fonction éducative, la protection, fonction sociale, égalité des chances, participation à la réussite de l'enfant, mixité sociale, la garde, fonction économique, activité, accompagnement au retour à l'emploi. Depuis 21 ans, l'association Mamouchka participe à élargir l'offre d'accueil sur le territoire en proposant une crèche de 16 places pour les enfants de 10 semaines à 3 ans. Située au lotissement La Rosière à Lamentin, cette crèche rencontre depuis quelques années des difficultés financières. En effet, la prestation de service unique PSU, instaurée en 2002, puis modifiée en 2014 afin de favoriser la mixité sociale, fixe le principe d'une participation des parents et de la CAF plafonnée à 66%. Les 34% restants sont à la charge des collectivités locales. Aujourd'hui, le département compte plusieurs fermetures de crèches. Le conseil départemental ne pouvant pour l'heure participer aux dépenses de 34%, les communes restent dans leur seule collectivité partenaire sur ce dossier. Pour répondre à cette problématique, la ville de Lamentin soutient régulièrement l'association Mamouchka en lui attribuant des aides financières sans pouvoir combler la totalité des 34% restants à la charge des collectivités locales. Aujourd'hui, ces aides ne suffisent pas à pérenniser la gestion de cette crèche. L'association Mamouchka enregistre pour 2019 un déficit de 35 482 euros. Afin de permettre à l'association de maintenir les 12 places d'accueil ainsi que les 7 salariés en CDI, l'association sollicite une subvention communale de 30 000 euros pour l'année 2019. Le 16 décembre 2019, la Caisse d'allocation familiale a attribué une aide exceptionnelle de 45 705,19 euros à la commune par l'intermédiaire d'une convention de contrat d'accompagnement adapté, CAA, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour continuer à soutenir les crèches. La commune s'engage à maintenir son soutien en attribuant une subvention de 30 000 euros à l'association. Le maire propose d'attribuer une subvention de 30 000 euros pour la participation aux dépenses de fonctionnement de la crèche Mamouchka pour l'année 2019. Je vous demande d'en délibérer. Il n'y a pas de question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des présents.
Le point suivant, c'est le point numéro 8. La même chose, pratiquement participation au contrat pour savoir de la PSU à la crèche Marcel Cheval. On continue avec le collègue Bernard Janviège. La crèche Marcel Cheval a pu réouvrir ses portes en novembre 2018 et ainsi accueillir une cinquantaine d'enfants en bas âge. Pour le bon équilibre financier de la structure, il convient que la commune apporte une aide financière en participant aux 34% restant à la charge des collectivités de la prestation de services uniques PSU. Pour l'année 2020, les charges d'exploitation présentées par l'association Manatee Academy s'élèvent à 661 554 euros. Budget prévisionnel 2020, charges d'exploitation 661 554 euros. Participation des parents et de la CAF, soit les 66%, pour un montant de 436 625,64 euros. Et les 34% à la charge des collectivités locales pour un montant de 224 928,36 euros. Dans l'optique de maintenir la capacité d'accueil à 50 places et permettre aux familles de bénéficier de modes de garde adaptés à leurs revenus, la commune s'engage, depuis l'ouverture, à mettre à disposition à titre gracieux les bâtiments situés à rue du Stade. Elle s'engage également à verser en 3 fois une subvention annuelle de 139 383,12 euros pour la participation aux 34% de la PSU. Révision de la subvention en fonction de l'évaluation financière. Prévisionnelle participation de la ville, année 2020. Location de nature, comprenant le loyer pour un montant de 42 000 euros et les entretiens et réparations pour 7 000 euros, soit une participation aux dotations nature d'un montant de 49 000 euros. Reste à charge des collectivités après déduction dotation nature, 139 383,12 euros. Subvention attribuée par la commune, 46 461,04 euros versés en 3 fois, soit le total de 139 383,12 euros. Celle-ci, donc la subvention, sera versée selon l'échéancier suivant. Début avril, 46 461,04 euros. Début juillet, 46 461,04 euros. Et pour finir, début octobre, 46 461,04 euros. Cette subvention sera versée avec la participation de la CAF par l'intermédiaire du contrat enfance-jeunesse de la ville, qui est un contrat d'objectifs mené sur 4 ans, 2018-2021, permettant, entre autres, de contribuer au financement de nouvelles places d'accueil en crèche PSU. Le maire propose la signature d'une convention annuelle avec l'association Manatee Academy, mentionnant l'attribution d'une subvention de 139 383,12 euros sur la participation aux dépenses de fonctionnement de la crèche Marcel Cheval. Je vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Juste, il n'y a pas d'intervention? Pas de question? Ce qu'il faut retenir dans cette délibération et au-delà, c'est que la ville, la collectivité, pendant cette mandature, s'est engagée fortement. On a dû, aux côtés de la petite enfance, on a dû se battre pour maintenir l'activité de la crèche Marcel Cheval. Et on accompagne régulièrement, quand je dis ça, je regarde Madame Valoris. Madame Valoris, la crèche Manouchka, qui est assez souvent depuis le temps qui est sur la porte de Rennes, mais on a besoin de la crèche Manouchka aussi. Et quand je dis bon, je parle de la population, aussi bien les enfants que les parents, qui peuvent à ce moment-là trouver quelque part, même s'il y a eu des évolutions au niveau des garderies sur le territoire pendant ces 6 ans. On va passer au vote, chers collègues, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Le point suivant, attribution, le point 9, attribution d'une aide financière à l'école Massabielle 2. La parole est donnée au collègue Moulin-Auguste. L'école élémentaire Massabielle 2 sollicite la ville de Lamentin pour une participation financière
dans le cadre du voyage scolaire linguistique qui aura lieu à Miami du 21 au 28 mai 2020, en lui laissant le libre choix pour la somme qui lui sera accordée. Ce voyage a pour objectif de permettre aux élèves d'être en mesure de comprendre et d'échanger avec d'autres, de développer leurs compétences, leurs capacités de compréhension et d'investir leurs acquis en situation réelle. Le coût total du voyage est estimé à 108 008 € pour les 41 élèves de CM2 participant au voyage et les 14 accompagnateurs. Le coût par élève est de 2 030 €. Le budget prévisionnel est le suivant. En dépenses par élève, transport, un total de 22 960, hébergement 19 885, restauration 19 680, excursion et visite 12 505 €, cours d'anglais 8 200, assurance 1 230, dépenses en encadrant, transport 6 720, hébergement 5 280, restauration 4 824, excursion et visite 3 000, assurance 360, dépenses en enseignant, pour les enseignants, transport 1120, hébergement 880, restauration 804, excursion et visite 500, assurance 60 €. En ressources, les subventions et dons. La CAF pour les 41 élèves, 4 100 €. Région, 8 200. Département, 3 280. Municipalité, 80 € par élève par 41, ce qui donne un total de 3 280 €. Cap Excellence, 4 100 € au total. Établissement scolaire, 2 050 €. Rectorat, 1 230 €. Mécénat, 1 975 €. Association de parents, 1 025 €. Action, foire et mise en cabas, 14 248 €. Club associatif, 2 700 €. Participation des familles, 36 900 €. Participation des encadrants, 24 920 €. Soit un total dépenses et ressources, 108 008 €. Le budget prévisionnel prévoyait une participation de 80 € par élève pour les municipalités. Le maire propose d'attribuer une subvention de 240 € à l'école élémentaire Machiavel 2 pour les 3 élèves de la Montagne participant à ce voyage comme suit. Ira Ponton Paringo, 80 €. Jérémy Ranelli, Verger d'Épée, 80 €. Naïgela Deveau, 80 €. Je vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Subvention, association carnaval art de la Montagne. La parole est aux deux collègues, la Méthodique. Merci, Président. L'association Carnaval art de la Montagne organise la nuit du carnaval de la Montagne le vendredi 7 février 2020 à 20 h dans les rues du bourg. Cette parade nocturne accueillera plus d'une vingtaine de groupes à pied. Le thème retenu est Harmonie et cadence en lignée. À ce titre, et afin de faire de cette manifestation un succès populaire comme à l'accoutumée, l'association sollicite une aide financière de la ville de La Montagne à hauteur de 35 000 €.
Il est donc demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 35 000 € à l'association Carnaval Art de la Montagne. Je vous demande d'en délibérer. Alors, c'est vrai qu'il y a des collègues qui réclament le budget prévisionnel. On avait demandé. Madame Wallace. La demande a été faite au service hier, mais le service n'a pas pu avoir les éléments de Il sera difficile de prendre l'embarrassement de prendre la décision de ne pas faire passer ce point-là à l'ordre du jour parce qu'ils ont ce document-là. Vous proposez quand même que c'est la voie parce qu'on en a fait la demande et je pense qu'à plusieurs reprises, vous aurez eu l'occasion de le rappeler. Dans ces cas-là, il faut le budget annexé pour qu'on sache comment. Mais la manifestation est bien réelle et imminente. Mais je crois que on va rejoindre la politique en OK. Y a-t-il des questions, chers collègues? Question? S'il n'y a pas de question, on passe au vote. Une fois. Qui s'abstient? Adopté, merci. Il y avait un point au bord de haut. Le temps que je retrouve le point 11. Plan de financement pour le projet de développement de la démarche efficience et qualité, numérisation et dématérialisation des services publics à la montagne. Je propose aux collègues Yvon Comte de faire le rapport de recommandation. Ça concerne la délégation. Alors, plan de financement pour le projet de développement de la démarche efficiente des qualités, numérisation et dématérialisation des services publics à la montagne. Dans une logique de performance de l'administration, d'une part, à revoir les process internes, à les moderniser, à les formaliser à travers un guide de procédure interne clair et largement diffusé. Et d'autre part, à simplifier et à moderniser les démarches administratives afin de satisfaire pleinement les usagers du service public de la montagne. 4 objectifs sont identifiés dans cette démarche de simplification et de modernisation. La modernisation, la digitalisation et la transparence des process internes. La fluidité du fonctionnement interservices, l'efficience de l'administration, la satisfaction de l'usager. En ce qui concerne le volet digitalisation, ce projet s'articulera principalement sur les actions suivantes. Une dématérialisation des démarches administratives d'état civil et un travail d'archivage des données relatives. La dématérialisation des documents relatifs aux conseils municipaux, notamment la documentation en direction des élus et l'acquisition des tablettes numériques. Le suivi en ligne des demandes des usagers, insertion, l'optimisation du site Internet qui deviendra un outil de dématérialisation des démarches administratives
mais également un outil d'apprentissage dynamique, exploitable en interne. La mise en place d'un système de correspondance avec le public, notamment à travers l'envoi de SMS informatifs. L'archivage et la gestion numérique des correspondances arrivées en mairie. Ce projet prévoit un coût total de 190 005,84 197 005,84 centimes. Le plan de financement de ce projet présente 85% de cofinancement du Fonds européen de développement régional, donc le FIDER, soit 167 454,96 et 15% d'autofinancement de la mairie, soit 29 550,80 €. Donc le plan de financement que je viens de présenter est présenté sur un tableau. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet et son plan de financement tel que présenté ci-dessus. Le maire vous demande dans les milliers. Avant de passer aux questions, est-ce que Madame Ramassa a une précision pour juste synthétiser ce qu'elle dit? Le projet Efficience et Qualité, ça serait simplement une démarche de placer la collectivité à l'intérieur du temps. On modernise, on digitalise, on dématérialise les procédures existantes. On fait un peu évoluer les choses d'un point de vue technologique. C'est à la fois pour l'environnement, beaucoup moins de papier, réduction de papier, réduction des coûts, et puis une fluidification et une meilleure transparence de nos procédures internes pour finalement plus d'efficacité. Donc en fait, on est en train de s'organiser pour que la matin 2.0 prenne naissance en fait, parce que c'est aller vers cette modernisation qui malgré qu'on le veuille ou non s'imposera à nous tôt ou tard. Donc tout le temps accompagner le mouvement et le faire avec l'esprit écologique et la modernisation bien sûr par rapport à cette nouvelle génération. Ce serait une manière aussi de lutter contre la fracture numérique, parce qu'à terme, ça nous permettra de mieux communiquer avec nos mandants, avec la population, à travers notamment les maisons de quartier que nous sommes en train de mettre en place par-dessus le territoire. Donc vous voyez bien qu'on nous aussi, on jette de la montagne vers l'avenir. Chers collègues, s'il n'y a pas de questions, juste une question. Oui, allez-y. Donc, oui, c'est bien et c'est l'avenir de digitaliser. Mais une fois qu'on a digitalisé effectivement les services, qu'on a digitalisé les processus, à l'autre bout, puisque de toute façon les services sont là et à disposition effectivement des citoyens. À l'autre bout, est-ce qu'il y a de prévu une démarche d'accompagnement et une démarche pour faciliter justement l'accès à cette nouvelle processus à tous les citoyens? Alors, je ne voulais pas ouvrir le débat, c'était pas l'objet de... On peut pas l'ouvrir. Non, mais puisque tu m'as donné l'occasion, je comprends bien que je ne vais pas l'éviter. Alors, c'est vrai que je disais qu'on est rentré dans une procédure, et d'ailleurs, on a mis en place la première maison de quartier qui avait ça. Et dans l'enquête publique qui s'opère et qui s'est opérée aussi, je crois que c'est bien terminé, M. Bouzon, non? L'enquête publique. Pour l'équipement. Alors oui, nous sommes sur l'équipement. Voilà, sur l'équipement, il apparaît très clairement qu'il y a un besoin pour accompagner la population. Surtout qu'aujourd'hui, nous voyons même qu'au niveau de la santé, pour prendre cet exemple-là, l'actualité ne nous a pas échappé, que maintenant
temps, on parle de télémédecine, on parle de téléconsultation, etc. Donc ce qui veut dire que les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas habituées à cet outil-là doivent se familiariser à elle. Donc il nous appartiendra en tant qu'autorité de mettre tout en œuvre pour que notre population ne soit pas dépassée et pour qu'il ne soit pas dans l'isolement, on appelle ça l'isolement, la fracture numérique. Donc effectivement, Richard, tu as parfaitement raison, on est en train d'anticiper sur cette affaire-là. Donc on est en train d'équiper déjà l'administration même, comme l'a précisé Mme Amassami, pour se familiariser aussi à cet outil, pour que ça se vulgarise, j'ai envie de dire, non seulement au niveau de la collectivité, mais après de la population. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Oui, c'est pas vraiment une question. Nous sommes en conseil ce soir, c'est pour accueillir la population parce que le retour de carnaval, c'est demain soir. Donc en avril, nous avons programmé un gros carnaval de la situation. Voilà. C'est dit. L'ordre du jour étant épuisé. On n'a pas voté? Non, on passe au vote. Bon, on va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Donc là, l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait du bon travail. On prend des engagements pour la population. Comme on a su le faire pendant 6 ans. Donc, et avec fierté, la fierté retrouvée, on va continuer à le faire. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas le carnaval. Demain soir, les élus soient mobilisés et la population sera au rendez-vous. Merci, monsieur les administratifs.